Alors attendez, hop, je vois qu'il faut que je fasse avancer. J'ai 2 écrans et hop, voilà. On a l'atelier, on a les noms. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? J'ai l'impression que je ne partage plus mon écran. Il est toujours partagé? Vous voyez le bon écran? Qu'est-ce que vous On le voyez? voit bien. Vous voyez le L'atelier diaporama? Oui. Ok, parfait. J'ai plus le petit truc vert qui me dit que c'est un reste partagé. Pas de problème. Donc, on a vos noms ici. Quelques petits aspects techniques. Donc, les participants, enfin les spectateurs, sachez que vous ne pouvez pas activer votre caméra ni votre micro pour le moment. Et comme je vous disais, j'enregistre ce webinaire. Ça nous permettra de mettre les replays en ligne. Donc, ce forum devait initialement se tenir en présentiel à Sèvres, en extérieur, mais malheureusement, avec les contraintes sanitaires, on nous a imposé de ne, enfin, voilà, on n'a pas pu le maintenir en présentiel et du coup, nous l'avons transformé en format digital, mais voyons les effets positifs, ça va nous permettre d'enregistrer nos intervenants et de pouvoir mettre ces vidéos en replay sur notre site internet. Donc, vous retrouverez toutes les vidéos sur le site du forum, donc forum-renovhabitat.com, mais également sur les autres sites de l'ALEC, donc gpso-énergie.fr et le Coach CoPro, gpso.coachcopro.com. Voilà. Pour intervenir, pour interagir avec nous, vous avez plusieurs possibilités, tout en bas de votre écran, tout en haut, en fonction de comment c'est affiché sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité de poser des questions avec le petit picto Q et R. C'est ici que vous poserez vos questions à l'écrit et nous vous répondrons au cours de l'événement. Donc, si j'ai les réponses, je vous réponds par écrit. Sinon, je donnerai la parole à l'une de nos intervenantes pour qu'elle vous réponde. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez intervenir à l'oral. Nous vous donnerons la parole plutôt à la fin si on a encore un petit peu de temps. Et puis, vous pouvez également utiliser le chat, le petit outil de discussion, si vous souhaitez faire une remarque à l'écrit. Pardon. Ce n'est pas pour poser des questions, mais plus si vous avez une remarque, quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. C'est ici que vous pouvez faire vos commentaires. Voilà. Ensuite, je vous présente en quelques mots l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est donc l'association qui organise cet événement. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Donc, l'ALEC GPSO Énergie est une association qui a été créée maintenant 13 ans à l'initiative de Grand Paris Seine-Ouest. Nous sommes situés dans le centre du 92 des Hauts-de-Seine. Je ne sais pas si tous les participants sont du territoire ou viennent d'ailleurs, mais voilà, tout ce qui va se dire aujourd'hui, a priori, est valable pour les habitants de la métropole du Grand Paris et plus généralement d'Île-de-France. Après, Mathilde, peut-être sur les aspects financiers, on pourra faire un petit sondage s'il faut, mais a priori, les infos sont valables pour l'Île-de-France. Donc, notre ALEC, elle a comme mission d'encourager la performance énergétique des bâtiments, de promouvoir les énergies renouvelables et également de lutter contre le réchauffement climatique. Et nous travaillons en direction du grand public avec un gros travail mené auprès des copropriétés qui représentent une cible vraiment capitale sur le territoire et aussi en direction des maisons individuelles. Et enfin, nous travaillons auprès des collectivités pour les accompagner dans leur politique énergie-climat et leur politique patrimoniale. Alors, dans cet atelier, nous aurons 2 interventions, comme je vous le disais. Une première intervention sur la végétalisation des façades. C'est donc Oxane Thiriez de l'association PicPic pour la Maison de la Nature et de l'Arbre de Grand Paris Seine-Ouest qui va vous apprendre plein de choses sur la façon de végétaliser ces façades, les écueils à éviter, voilà, les bons conseils à adopter pour faire ça correctement et puis aussi les aspects réglementaires qui seront abordés. Et puis Mathilde Baudrier de l'association Espace parlera plutôt de gestion des eaux de pluie en copropriété avec des solutions de végétalisation et de désimperméabilisation et les aides financières qui sont liées. Voilà. Ensuite, à la fin des 2 interventions, on réservera un petit temps pour les questions-réponses. Donc, on a 1 heure pour cette conférence qui va s'achever à peu près à 15 heures. On peut dépasser un tout petit peu, mais pas beaucoup, puisqu'on a d'autres conférences qui vont se succéder. Voilà, je vais laisser la parole à... Oh, bah, attendez. Je vais laisser la parole à Oxane pour... hop, j'arrête le partage d'écran. Je laisse la parole à Oxane pour qu'elle puisse nous faire sa présentation. Alors, est-ce que vous pouvez partager votre écran? C'est bon? Oui. Super. Est-ce que tout le monde le voit bien? Ouais, il faut se mettre en diaporama, mais sinon, ouais. Oui. Voilà, c'est bon. Bon.
Oui. Donc, merci de cette petite introduction. Donc, Oxane CRS depuis Pic Environnement, une association d'accompagnement à la transition écologique et solidaire. On intervient auprès de tout public sur les différentes problématiques du développement durable, notamment pour transmettre des éco-gestes simples à appliquer au quotidien pour s'intégrer en nous en tant que particuliers, notamment dans cette transition écologique et solidaire. Donc, j'interviens pour la maison de la nature et de l'arbre de Meudon, qui est un endroit d'exposition, d'information, et où il se passe aussi des ateliers. Si vous êtes intéressé pour y aller, c'est un endroit assez sympa. Donc, je vais commencer par une petite mise en contexte pour voir un peu les enjeux globaux qui entourent la végétalisation en ville. Je parlerai ensuite plus des aspects pratiques, avec notamment quelques exemples de fleurs et de plantes qui peuvent être utilisées. Un petit point sur la réglementation également, et puis ce sera au tour d'Espace de prendre la parole pour compléter ce qu'on a dit, notamment sur d'autres façons de faire et la désimperméabilisation. Les objectifs de cette petite intervention sont donc de comprendre les enjeux qui sont liés à sa végétalisation, notamment des murs, de voir comment les mettre en place, de commencer à se poser les bonnes questions, notamment pour éviter les projets qui se finissent mal. Hein. C'est quand même bien quand ça se passe bien. Et donc, pour ça, on va commencer par le contexte global. Nous, on essaie toujours de partir de ce qu'on appelle les ODD, les Objectifs du développement durable, qui ont été mis en place par l'ONU en 2015 et qui fixent des objectifs pour les années jusqu'à 2030, pour les années à venir. Il y en a un, notamment le 13e, qui est en relation avec le changement climatique. Donc, vous pouvez voir sur le graphique les moyennes des températures qui ont augmenté ces dernières années, notamment du dernier rapport, nous sommes à plus 1,2 degré en moyenne sur Terre, ce qui a énormément de conséquences pour nous, mais pas que. Ça a aussi des conséquences pour la biodiversité, avec notamment beaucoup d'espèces en voie d'extinction, 1 million à l'échelle mondiale, mais ce ne sont pas que des espèces éloignées du type le panda ou l'ours blanc, par exemple, c'est vraiment des choses qui peuvent se passer également à côté de chez nous, y compris en ville, avec par exemple le cas du moineau qui en 10 ans, les populations ont diminué de 75%, et ce, dans toutes les grandes villes du monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un marqueur de notre temps. Et donc, la végétalisation dont nous allons parler, c'est une des solutions qui permet de lutter contre ces deux faits et ces deux processus, la perte de biodiversité et le changement climatique. Pour commencer, je vais vous demander de participer à un petit sondage qui va être lancé par Muriel. Pourquoi la nature en ville est importante pour vous? J'imagine que si vous êtes là avec nous, ça vous intéresse. Et donc, moi, je voudrais savoir un peu plus précisément ce qui vous motive pour parler de végétalisation en ville. Alors, donc, vous avez plusieurs options. Est-ce que c'est l'intérêt en tant qu'îlot de fraîcheur, l'aspect esthétique, la nourriture pour les animaux que ça peut apporter, le bien-être pour l'homme, pour les humains, l'abri que ça consiste pour la biodiversité, ou l'aspect amélioration de la qualité de l'air. Je vous laisse répondre un petit temps pour répondre au sondage. C'est des réponses totalement anonymes, hein, donc allez-y, cochez ce qui vous parle et on partagera les réponses après. C'est juste pour avoir un petit panel de votre avis et de votre participation aujourd'hui. Alors, quelques-uns d'entre vous ont voté. Allez, il faut cliquer, c'est pas compliqué. Allez-y. Voilà, merci. Ça avance. Voilà, plus que quelques-uns. Je crois que vous pouvez en cocher plusieurs. Voilà, bah écoutez, la plupart d'entre vous avaient participé, donc je vais mettre fin au sondage et je vais partager les résultats.
Donc, les deux premières raisons à venir en tête sont le bien-être et l'abri pour la biodiversité. Effectivement, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais ça a été prouvé que les végétaux en ville apportaient du bien-être, réduisaient le stress, un petit peu de tout ça. Donc, rôle super important quand même. Et effectivement, ça va servir d'abri pour la biodiversité, ça va notamment servir de corridor écologique, c'est-à-dire que ça va permettre aux espèces de passer d'un réservoir de végétation à un autre. Typiquement, entre le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, ces murs végétalisés vont servir de pas, de petits ponts pour aller d'un endroit à l'autre sans que ce soit trop dangereux ou trop compliqué pour la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale. Ensuite, il y a l'îlot de fraîcheur et la qualité de l'air qui ont été mis. Effectivement, la végétation ultra importante pour réguler la chaleur en ville. Ça se voit notamment quand on regarde l'endroit le plus chaud de Paris, c'est la place de devant l'Opéra Garnier, notamment parce qu'il n'y a pas d'arbres. Donc, c'est un rôle clé. Il y a plein de programmes qui ont été mis en place, notamment avec les cours d'école qui sont ouvertes au public pendant l'été. Donc, n'hésitez pas, si vous avez chaud, que vous avez envie de sortir, d'aller vous mettre dans une cour d'école qui sont généralement arborées. Et la qualité de l'air. Alors oui, la végétation va jouer un rôle, notamment en captant les particules et la saleté. Attention, c'est pas son rôle principal dans le sens où il faut vraiment beaucoup, beaucoup de végétation pour pouvoir réduire la pollution de l'air, et également dans le sens où ça dépend des espèces. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est particulièrement efficace contre la pollution de l'air, ce sont les mousses ou des plantes de ces familles, pas forcément les plantes grimpantes ou les arbres. Ils ont un rôle, mais qui est moindre. Donc ça a un rôle important, mais ça ne sera pas le premier rôle de votre façade végétale en fonction des espèces que vous y mettez. Alors sur la photo de Meslade, on voit différents types de végétation en ville. On voit le parc le bois de Boulogne au fond. On voit également les parcs du Champ de Mars et on voit les grandes avenues avec leur lignée souvent de platanes à Paris. Il y a d'autres façons de mettre de la végétation en ville. Donc, il va y avoir les murs et les façades, c'est ce dont nous, on va parler principalement aujourd'hui. Il y a également les fenêtres et les balcons, ce qui est souvent la solution la plus simple. Et enfin, il y a les toitures. Alors, les toitures, c'est vraiment quelque chose d'à part. Donc, moi, je ne vais pas forcément en parler en détail. Mathilde en parlera un peu, mais ça sera, moi, je vais vraiment parler des murs et des façades. Parce que chaque aspect a vraiment des particularités propres, avec des enjeux différents en termes de technicalité et de réglementation, etc. Alors, ici, je vous présente différentes plantes. Ce que je vous propose, c'est de mettre les plantes que vous reconnaissez. Vous pouvez mettre le numéro et le nom à côté. Par exemple, la plante 1, quelle plante est-ce? La plante 2, quelle plante est-ce? Exactement, etc. Pour voir celle que vous reconnaissez et vous en parler un peu plus en détail. Ah, pardon. Là, c'est dans la discussion, hein, oui. Roxane, c'est ça? Oui. Voilà, donc vous pouvez ouvrir le petit onglet discussion tout en bas et indiquer voilà, ce que vous pensez avoir reconnu. Je joue aussi. Effectivement, le premier, c'est le lierre. Il ne faut pas donner des réponses tout de suite, on est en train de. Ah, pardon. On est en train d'écrire. Parce qu'il y en a quand même 6, hein? Il y en a 6, oui. Et... ouais. Moi, j'ai bientôt fini. Je ne sais pas pour vous. Je ne donne pas ma réponse tout de suite parce que vous avez copié. Allez, je l'envoie. Je n'ai pas dit que j'avais bon, hein.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées? Merci Françoise de votre participation. Alors, il y a du bon niveau. Ah, c'est bon, vous les avez toutes, effectivement. Ah. Effectivement, oui. Premier, le lierre. Deuxième, le chevrefeuille. Troisième, la vigne. Alors là, c'est une vigne, une vraie vigne. Après, ça pourrait être une vigne vierge. La quatrième, la glycine. La cinquième, la clématite. Et la sixième, les roses. Là, un rosier grimpant en l'occurrence. Donc moi, je me suis attardée sur les feuilles, les plantes grimpantes, parce que c'est une façon assez simple de faire un mur végétalisé. Et là, vous avez déjà un bon échantillon de fleurs avec des propriétés différentes et avec des aspects différents qui vont, selon ce que vous voulez faire de votre façade, être plus ou moins pertinentes pour votre projet. Par exemple, le lierre, certaines variétés de chevrefeuille et certaines variétés de clématite vont avoir un feuillage persistant toute l'année. Donc ça, par exemple, si vous aimez pas, par exemple, voir ce qui est souvent le cas avec la vigne vierge, quand l'hiver, il n'y a plus que les branches, si c'est un aspect esthétique qui ne vous plaît pas trop, bah, vous pouvez choisir donc le lierre, le chevrefeuille ou la clématite. Ça permet aussi d'avoir un petit aspect isolation léger, mais qui est quand même intéressant, en hiver, par exemple. Pour ce qui est des grosses floraisons, là, ça va être la glycine qui, au printemps, donne énormément de fleurs, comme vous pouvez le voir là sur la photo numéro 4, hein, ça donne vraiment beaucoup de fleurs. La clématite aussi, mais elle, ça va être plus pendant l'été. La rose et le rosier et puis le chevrefeuille, ce qui est intéressant, c'est leur odeur. Ça sent super bon, c'est super sympa. Et la vigne, bah, si vous choisissez une vigne qui donne du raisin, vous aurez du raisin à portée de main. Soit vous ouvrez la fenêtre, soit vous sortez, et vous avez du raisin à portée de main, ce qui est quand même aussi assez cool, je trouve. En termes d'intérêt par rapport, comme vous aviez cité, l'intérêt pour vous pour la biodiversité, en termes d'intérêt pour la biodiversité, c'est le plus intéressant, c'est de mélanger les variétés quand vous voulez faire un mur végétalisé. Bah, comme je vous disais, la glycine, ça va être plus au printemps, la clématite en été, et le lierre, lui, va fleurir en automne. Donc, avoir ces trois espèces sur votre mur, ça va permettre de nourrir les animaux et notamment les insectes tout au long de l'année. Ce qui est intéressant. Ça veut aussi dire que leurs fruits se feront à des périodes différentes et pourront nourrir les oiseaux à différents moments. Le lierre, qui a une structure assez robuste et un feuillage très dense, va permettre de protéger et de servir d'abri, voire même d'endroit pour faire des nids à des oiseaux. Tandis que ça ne sera pas forcément le cas pour le chevrefeuille qui est un peu plus fragile, par exemple. Il y a peut-être aussi à prendre en compte s'il y a des enfants qui passent beaucoup à côté de ce mur, parce que le lierre et le chevrefeuille font des baies qui sont toxiques. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte aussi, en fonction de ce que vous voulez faire. Après là, c'est des tons plutôt rose, violet qui ont été mis dans les photos, mais il existe plein de variétés avec des couleurs différentes, avec des tailles et des formes différentes. Les clématites, par exemple, il y en a qui vont faire 4 mètres qui peuvent monter jusqu'à 4 mètres de haut, et d'autres qui vont s'arrêter à 2 mètres. Donc, par rapport à ça, par rapport aux propriétés, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de jardineries ou auprès d'autres associations qui sont plus spécialisées dans vraiment les végétaux pour avoir des informations sur ce qu'elles aiment ou pas. Par exemple, le lierre, lui, il aime bien l'ombre, la clématite aussi. La vigne, il faut mieux que ce soit une façade bien ensoleillée pour qu'elle tienne et qu'elle se plaise bien. Toutes ces plantes vont pouvoir se mettre soit en pleine terre, soit en pot. Notamment, il n'y a pas trop de souci. Alors, il faut que ce soit un grand pot à la base, mais il n'y a pas de souci. Ça peut être pris dans un pot et après, ça peut se développer comme il faut. Vous entretenez la terre en mettant du compost
une fois par an le pot commence à être assez vieux, et ça permettra d'entretenir la plante sans aucun souci. Ça se paiera assez bien. Pour ce qui est de la taille de ces plantes, parce que c'est souvent quand même là où on se pose pas mal de questions, avec notamment les risques pour les tuiles, pour les gouttières. La taille, il va être nécessaire de la faire au moins une fois par an, surtout quand la plante commencera à être bien développée, notamment pour justement éviter qu'elle arrive au toit, et pour faire les contours des fenêtres, les contours des portes, pour éviter d'être vraiment envahie. Cette taille, elle est nécessaire pour éviter que les plantes se développent vraiment dans les tuiles. C'est-à-dire que le lierre, et notamment le lierre, c'est vraiment celui qui a le plus de risques, il a des petits crampons qui peuvent se mettre dans les fissures. Donc, dans les tuiles, il y a plein d'interstices. S'il s'y pose et s'il arrive à se développer, ça peut vraiment mettre le toit en danger et détruire la structure. Donc ça, il faut faire attention. Donc ça, c'est une taille annuelle. Et la taille peut aussi servir à donner la forme que vous voulez à votre mur. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs espèces, à contrôler où elles vont, comment elles sont voisines. Et ça peut aussi servir à améliorer la floraison. La taille va permettre de faire qu'une plante va donner plus de fleurs l'année d'après, par exemple. Par rapport à ces risques sur un mur, le mur, si à la base, il n'a pas de fissure, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, la plante va même le protéger parce qu'elle va limiter l'impact des UV, l'impact de elle va éviter les écarts de température, elle va réguler l'humidité. Donc, ça va même protéger le mur sur le long terme. Il faut juste que le mur soit sain à la base, au départ. Et notamment, si c'est un mur qui est humide ou qui est fait en chaux, par exemple, là, il faut peut-être préférer des plantes comme la vigne ou la clématite, qui sont des vrilles, plutôt que le lierre ou le lierre ou la... C'est moi qui me suis trompée. Le lierre ou la vigne, elles, il faut mieux les éviter et privilégier le chevrefeuille ou la clématite qui vont avoir des vrilles et qui vont permettre qui ne vont pas créer ce genre s'insérer dans des fissures et les extendre. Vous pouvez d'ailleurs mettre, si vous avez un mur qui n'est pas forcément en très très bon état, la solution c'est plutôt de mettre un espèce de treillis à 15 cm du mur à peu près. Vous mettez un treillis et là la plante poussera le long de ce treillis et ça fera aussi un très beau mur végétalisé qui servira d'abri pour la biodiversité et qui pourra même faire un petit aspect isolant par rapport à votre mur. Pour ce qui est de comment mettre ces plantes, donc je vous ai dit, il faut penser à la lumière. Est-ce que mon mur est ensoleillé ou pas? Il faut penser à l'humidité. Est-ce que mon toit est très avancé et du coup, il va falloir arroser ma plante ou est-ce qu'il n'y a pas de souci parce que l'eau arrivera aisément au pied de ma plante? Est-ce qu'il y a beaucoup de vent là où elle est mise? Il y a quand même des variétés qui sont plus résistantes que d'autres. Nous, après, pour ce qui est de l'entretien, comme on essaie de faire de promulguer une démarche qui soit cohérente sur sa globalité, on donne des petites astuces par rapport au jardinage au naturel, c'est-à-dire en évitant tous les pesticides et insecticides et engrais chimiques. Donc, vous pouvez mettre du paillage pour entretenir votre sol et notamment la clématite, elle appréciera énormément. Ça permet aussi de vous réduire s'il y a besoin d'arrosage, ça permet de réduire l'arrosage. Vous pouvez avoir des solutions contre les pucerons qui sont plus d'un mélange, par exemple, de savon noir et d'eau pour votre rosier. Vous pouvez également jouer sur d'autres plantes qui vont accompagner vos plantes grimpantes, par exemple, mettre des œillets d'Inde au pied de vos plantes grimpantes. C'est un moyen de lutter contre les pucerons et ça permettra d'introduire une autre perspective avec des jeux de profondeur, des jeux de hauteur sur votre mur. Alors attention au gel. Il y a des plantes qui sont plus ou moins susceptibles au froid et qui, si elles sont trop fragiles, ne pourront pas passer l'hiver. Donc ça, c'est en fonction des variétés. La clématite, par exemple, est plutôt résistante, le lierre aussi.
Le chevrefeuille, selon les variétés, ça sera moins le cas. Donc voilà, des petites choses auxquelles faire attention et sur lesquelles se renseigner en amont pour bien choisir la plante qui vous convient. Par rapport aux autres questions, j'ai déjà commencé à en parler, mais pour bien J'ai juste une petite préparer question le là. projet, donc il va falloir oui. J'ai une petite question de Rodolphe, et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire en ce moment, donc vous la pose maintenant. Sur un immeuble, on peut monter jusqu'à quelle hauteur avec une plante grimpante? Ça va dépendre des espèces. Un lierre, et une vigne vierge, ça peut facilement monter à 5, voire même 10 mètres de hauteur. Dans les clématites, il y en a qui vont jusqu'à 4 mètres de hauteur à peu près, mais il y en a qui s'arrêtent à 2 mètres de hauteur. Les rosiers, c'est pareil. Généralement, ça va aller à 2 étages, pas beaucoup plus. Le chèvrefeuille, c'est aussi plutôt assez bas. Donc, ça va dépendre des variétés, des espèces. La glycine, ça peut aller assez haut. Par contre, là où il faut faire attention avec la glycine, c'est le poids. Comme les fleurs sont très grosses et que la glycine a tendance à faire de gros pieds, ça peut vite être lourd. Et donc ça, il faut anticiper en amont. Si c'est un mur, si c'est directement sur le mur, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Mais si vous mettez un treillis, il faut que le treillis soit renforcé en conséquence pour supporter le poids quand la plante sera bien développée. La glycine, de toute façon, elle a besoin d'un tri. tri. Voilà. La glycine, elle ne poussera pas toute seule. Qu'elle court sur un fil ou quelque chose. Non. Okay. Merci. C'est ça, exactement. Pas de souci. Du coup, oui, le bâti, est-ce que votre mur est sain? Est-ce qu'il y a des fissures ou pas déjà dessus? Est-ce que les plantes que vous avez choisies, elles peuvent pousser sur ce mur ou est-ce qu'il va falloir mettre un treillis? Regardez la réglementation, dont on retournera dessus un peu plus tard. Il y a une réglementation par rapport à ces façades, notamment en copropriété, donc il faut les respecter. Réfléchir à la fixation au mur, est-ce qu'on met en bac ou en pleine terre? Pour ce qui est de la conception en elle-même, là, voilà, je vous disais, il faut réfléchir en amont de quel type de fleurs on veut mettre, est-ce qu'on veut en mettre plusieurs, est-ce qu'on veut en mettre une seule, quelle complémentarité, est-ce qu'on veut avoir des fleurs toute l'année, est-ce qu'on veut préférer quelque chose où il y a beaucoup de feuilles pour un aspect plus isolation, ce genre de choses. Et en fonction aussi de notre diagnostic précédent, si c'est très lumineux, il y a des plantes qui s'en plairont et d'autres moins. Et enfin, l'entretien, dont on parlait, avec la taille annuelle. L'arrosage, à part au tout début, quand on implante la plante, il n'y a pas normalement besoin. Mais voilà, c'est des petites choses à réfléchir en amont pour que le projet puisse être périn. Ensuite, alors c'est assez, du coup, juste un petit terme de vocabulaire, notamment sur les différentes plantes grimpantes. Les racines adventives, c'est les fameuses plantes de la vigne et du lierre, et c'est ça qui va être en problématique pour les fissures et pour les toits. Par contre, volubile, vrille, ça, c'est vraiment ce qu'il y a avec la clématite et le chevrefeuille qui vont s'entourer, et la glycine, qui vont s'entourer d'eux-mêmes autour du support, mais qui ne vont pas pouvoir grimper le long d'un mur, par exemple. Les avantages de ces différents, notamment les plantes grimpantes, c'est que ça va être quand même plutôt léger par rapport à la construction d'un mur, d'un véritable mur végétalisé où on va avoir besoin de terre et donc une structure particulière. C'est assez facile à mettre en place et donc en termes de coût, c'est aussi plus restreint. Ça fonctionne sur des petits espaces. À part la taille dont je vous parlais, il n'y a pas énormément d'entretien. Ça dure vraiment très longtemps. Il n'y a pas de souci. On voit bien sur les maisons en lierre, c'est depuis, ça peut être des dizaines d'années. Il y a plein de bénéfices écosystémiques, on en a parlé, celui de la biodiversité, c'est le corridor écologique, les îlots de fraîcheur, un petit peu d'isolation et un petit peu de qualité de l'air, mais là, comme je disais, ça dépend vraiment des espèces que vous mettez. Donc, et bien sûr, le bien-être pour nous, parce que à la fois c'est joli et à la fois ça fait du bien d'être entouré de végétation. Vous pouvez faire d'autres choses pour que votre mur soit vraiment
est vraiment un aspect dans son intégralité qui soit sympa. Vous pouvez peindre le mur, notamment pour mettre en contraste, mettre en valeur les fleurs, par exemple. Euh, Bien préparer le sol, si vous le faites en pleine terre, c'est aussi essentiel. Et jouer avec les volumes. Donc, je vous en parlais, mais avec des fleurs dans les plates-bandes, derrière lesquelles pousseront les plantes grimpantes. Vous pouvez avoir des arbres qui poussent aussi le long des murs, mais qui, eux, vont donner du coup plus de profondeur parce qu'ils ne sont pas tout le long du mur. Donc, voilà, il y a plein de solutions possibles pour rendre le projet assez unique. Et pour ce qui est de la copropriété, les réglementations, il faut étudier la faisabilité en amont. Donc là, notamment en questionnant les propriétaires, si c'est un HLM, en contactant le bailleur et les autres locataires. Il faut l'accord des propriétaires et des locataires pour pouvoir faire ce mur végétalisé comme n'importe quel autre projet, typiquement les installations de compost collectif ou autres. Il faut là un accord pour pouvoir commencer. N'hésitez pas, si vous avez un syndicat, à en parler au syndicat, comme pour le bailleur, pour que le projet soit accepté. Pour que le projet soit accepté, c'est bien d'avoir déjà construit les différentes étapes, d'avoir déjà des idées de là où vous voulez aller. Ça mettra du poids dans votre dossier. Pour que le projet soit accepté, il faut également respecter le PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, dans le code de l'urbanisme, les murs végétalisés sont plutôt favorisés, dans le sens où c'est considéré comme une isolation thermique et phonique des bâtiments. Donc, c'est intéressant en termes de collectif. Par contre, il faut quand même, de faire une demande, avoir un permis et avoir une autorisation, notamment si vous êtes dans un lieu où le patrimoine est protégé et sauvegardé. Là, il faut des accords spéciaux pour être sûr que ce soit en cohérence avec le reste du patrimoine immobilier qui est autour de chez vous. Il faut aussi respecter les normes qui existent pour toute végétalisation, c'est-à-dire notamment si c'est sur de l'espace si ça dépasse sur de l'espace public, il va falloir faire attention à ce que la taille soit également pour éviter que ça se encombre l'espace public, typiquement les trottoirs, il ne faut pas que ça soit trop loin sur les trottoirs, ce genre de choses. Il ne faut pas que ça dépasse sur la propriété du voisin. Donc voilà, il y a plein de petites choses à respecter qui sont décrites dans les plans locaux d'urbanisme. Ces plans locaux, ils vont aussi prendre en compte l'aspect esthétique. Donc, c'est un petit aspect auquel il faut faire attention malgré tout. Mais sinon, normalement, c'est plutôt simple. Une fois que vous avez l'accord des locataires, du reste de votre copropriété et du syndicat ou du bailleur, normalement, c'est quand même assez simple à obtenir si vous avez bien noté votre dossier. Donc, voilà pour moi. Je vais laisser la parole à Espace. Je n'ai pas regardé s'il y avait eu d'autres questions. Non, c'est bon. Ok. Non, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Oxane, pour cette présentation. Merci, Oxane. De rien. Je vais maintenant laisser la parole à Mathilde. Je vous laisse partager votre écran, Mathilde. Oui. Et je vous... Alors, mettre en plein écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça arrive. Et il faut juste que je vous mette en avant. Et je n'arrive pas. Attendez, j'arrive. Voilà, je vais vous mettre en évidence pour tout le monde. C'est bon. Allez-y, on vous écoute. Merci. Donc, bonjour à tous. Mathilde Baudrier, je suis responsable de la cellule d'animation à l'association Espace. Et aujourd'hui, je vais surtout parler de la végétalisation des toitures et de la désimperméabilisation des sols autour de vos bâtiments. Et du coup, les subventions, en tout cas évoquer les subventions et l'accompagnement que vous pouvez avoir de l'association Espace pour bénéficier de ces subventions. Un premier mot juste rapide sur l'association Espace. On est basé à Chaville. C'est une association qui a été créée en 1994 et le but, en fait, c'est de rapprocher les personnes en difficulté qui sont éloignées de l'emploi
donc d'un emploi et qui en fait dans l'insertion, donc enfin, dans l'écologie urbaine, ce qu'on appelle. Donc on a pour ça plusieurs secteurs. On a un secteur sur la biodiversité et l'eau qui font de la gestion écologique d'espaces verts et de la gestion de milieux aquatiques, notamment dans le domaine de Saint-Cloud, aux étangs de Ville d'Avray et sur les berges de Seine. Un autre secteur sur plutôt l'agriculture urbaine avec l'animation de jardins partagés et une ressourcerie qui a ouvert il y a 2 ans, maintenant, je crois, à Chaville. Et une autre, du coup, dont je suis responsable, la cellule d'animation, où là, on est dans l'accompagnement d'acteurs du territoire. Aujourd'hui, le message principal, c'est la gestion à la source des eaux pluviales. Donc, qu'est-ce que sont les enjeux quand on parle de gestion à la source des eaux pluviales? Donc, c'est de l'infiltration en fait, des eaux de pluie là où elles tombent. C'est du coup justement cette infiltration qui permet, comme on l'a vu aussi avec la végétation des façades, qui permet également le rafraîchissement de l'air, donc lutter contre les îlots de chaleur. Mais aussi toute une action pour préserver la biodiversité et restaurer des espaces de biodiversité pour leur donner un habitat. Et enfin, d'autres solutions comme la dépollution de l'eau, réservoir de carbone si on fait de la pleine terre. Aujourd'hui, du coup, je vais être assez succincte, mais c'est surtout pour vous montrer un peu quel type d'aménagement on peut mettre en place quand on parle de gestion des eaux pluviales. Donc, notamment donc, les toitures. Alors, j'ai mis toiture végétalisée, mais il y a aussi, j'ai toiture des bâtiments parce qu'on peut déjà végétaliser les toitures d'un côté et récupérer les eaux qui viennent de la toiture pour l'arrosage des espaces verts ou le nettoyage de vos espaces extérieurs. Donc ces toitures, elles vont avoir plusieurs bénéfices. Il y a une étude qui a été récemment publiée sur la biodiversité qui existe dans les toitures. On a bien sûr plein de types de toitures végétalisées différentes en fonction en fait de la hauteur de votre substrat que vous allez mettre, donc la hauteur de sol et autres. Et donc là, du coup, la hauteur de la végétation qui va en incombe. On a donc soit du sédum, soit après, donc ça c'est ce que vous voyez en haut à droite. Ensuite, vous pouvez avoir aussi des plantes herbacées, mais même jusqu'à arborer, ce qui a été fait d'ailleurs sur une école à Boulogne-Billancourt. Donc c'est vraiment, vous avez des variations de hauteur de substrat qui peuvent être importantes, mais en fait qui vont dépendre de la portance de votre bâtiment. Si c'est un ancien bâtiment, donc il faut absolument faire ces études de portance au préalable avant de penser à végétaliser la toiture. Mais quand on parle aussi de gestion donc, des eaux pluviales, c'est aussi valoriser la ressource donc, des eaux de pluie pour utiliser moins d'eau potable. Donc, la récupérer, donc soit ce que je vous disais, l'arrosage des espaces verts, soit il y a également parfois la récupération d'eau de pluie pour l'usage dans les sanitaires ou en tout cas le nettoyage des espaces extérieurs. Les autres façons, c'est de désimperméabiliser les sols. Donc là, vraiment, les sols que vous voyez autour des espaces des bâtiments ou parkings, qui sont en bitume, en enrobé. L'objectif, c'est d'essayer de permettre que ces eaux ne soient pas directement connectées au réseau d'assainissement, mais qu'elles s'infiltrent dans les sols. Il y a plusieurs techniques. Il y a tout simplement créer des espaces verts centraux, comme vous le voyez en bas à droite, une noue centrale qui va récupérer les eaux de ruissellement du parking autour. Donc, le parking est profilé pour que ces eaux aillent dans la noue. Et sinon, c'est vraiment de développer un peu des revêtements poreux. Donc, soit il existe des enrobés poreux, ou carrément des dalles qu'on appelle donc soit enherbées, en pavé enherbé, soit en gravillonné si il y a un problème d'entretien. Donc, qui amène aussi un aspect esthétique intéressant. Il y a quelques recommandations, mais ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est plus quand on parle du coup de récupérer les eaux d'un parking. Souvent, on pense à la pollution
qui peut exister de ces eaux de ruissellement parce que là, il y a le stationnement des véhicules. Mais en fait, les séparateurs hydrocarbures ne sont pas dimensionnés pour dépolluer ces petites quantités. Donc, il n'y a enfin, généralement, ce n'est pas très utile, sauf s'il y a vraiment une forte fréquentation sur votre parking. Mais si c'est un parking justement pour les logements et où il y a 2 passages par jour, les dalles végétalisées sont vraiment idéales. L'autre possibilité, donc, c'est de désimperméabiliser le sol autour de votre bâtiment par vraiment les mêmes idées d'aménagement, des espaces verts ou des noues qui vont récupérer les eaux de vos parvis, enfin de vos trottoirs en face du bâtiment. Là, vous le voyez, c'est plus côté voirie, mais on a la même idée où les espaces imperméables, donc les trottoirs, la chaussée, va être pointé vers la noue. Et là, vous avez du coup un exemple de ce mon collègue a suivi en logements sociaux, donc l'aménagement en fait d'un nouveau parking avec justement ces dalles enherbées et au milieu à chaque fois une noue centrale qui va permettre en fait d'améliorer en plus de la gestion de l'eau, améliorer le cadre de vie, comme vous l'avez dit, en plus pour ce qui est végétalisation, il y a quand même le côté bien-être parce que c'est toujours plus agréable d'avoir une place végétalisée qu'une place minérale. Et il y a un côté, donc vraiment, îlot pour la biodiversité, îlot de fraîcheur. Enfin, c'est multi-bénéfices de faire ce type d'aménagement. En plus, du coup, ce que je voulais vous présenter, c'était les subventions. Parce qu'en tant que copropriété, vous pouvez avoir des subventions pour l'aménagement d'une toiture végétalisée ou l'aménagement d'ouvrages qui vont récupérer les eaux de pluie. Alors, récupérer les eaux de pluie, quand je parle, c'est à ciel ouvert, en tout cas pour les noues, pour les bandes enherbées, pour les dalles enherbées. C'est vraiment à ciel ouvert. Il y a plusieurs critères. En fait, il faut déjà que votre espace, actuellement, il y a une partie de l'espace qui soit imperméable et surtout que cette partie de surface imperméable, quand les eaux tombent sur cette partie imperméable et ruissellent, où est-ce qu'elles vont? Il faut absolument qu'elles soient connectées au réseau d'assainissement. Donc, en fait, au regard que vous pouvez avoir tout au long de parking ou de la voirie. Voilà. Ça, c'est un des critères importants à savoir pour être absolument éligible. Ensuite, il faut que, du coup, en fait, il faut avoir une idée d'améliorer l'existant. Donc, votre projet d'aménagement de votre copropriété va améliorer l'existant, soit en désimperméabilisant les sols, donc en ayant plus de surfaces qui vont être végétalisées, soit en juste si vous avez déjà des espaces verts et en fait qui sont bordurés ou qui collectent les eaux que de là où elles tombent sur ces espaces verts, si vous allez enlever les bordures, reprofiler la partie imperméable et du coup déconnecter les eaux qui vont ruisseler sur cette partie imperméable et l'envoyer vers l'espace vert, donc qui vont du coup s'infiltrer dans l'espace vert, c'est aussi une amélioration de l'existant. Ça, c'est aussi léger. Il faut se dire que pour l'agence de l'eau, leur but, c'est de gérer les pluies courantes. En fait, on appelle pluie courante un volume de pluie qui est en fait de 8 mm en 24 heures. Et en fait, c'est 80% des pluies d'Île-de-France. Et donc, il faut se dire que c'est très rapide de pouvoir infiltrer ces pluies courantes. Et en tant que copropriété, vous pouvez bénéficier de 80% d'aide. Alors, ce n'est pas 80% de la totalité de vos montants de travaux, il y a bien sûr un prix plafond en fonction de typologies. J'ai fait simple. En fait, l'aménagement extérieur, la désimperméabilisation des sols, généralement, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas faire 80% de végétalisation. Donc, le prix plafond qui est à noter, c'est 30 € du mètre carré. Donc, 30 € du mètre carré, le mètre carré qui va être en fait déconnecté. Tout ce que vous allez pouvoir réaménager et c'est cette surface qui va être dont les eaux vont s'infiltrer quelque part dans un espace vert ou directement sur place sur une dalle enherbée. Donc, en fait, vous pouvez avoir
pour un espace, par exemple, de 1000 mètres carrés, où vous allez réaménager et tout déconnecter, il faut vous dire que vous aurez donc 30 € fois 1000 fois 0,8 parce que c'est 80%. Donc, en fait, 24 000 € de subvention. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, si vous avez, bon, je vais être plus raisonnable, une toiture de 100 mètres carrés, il faut se dire que là, vous avez la possibilité normalement de végétaliser la toiture à plus de 80%. Donc, le prix plafond, lui, est là de 100 € du mètre carré. Donc, vous aurez 8 000 € pour une toiture du coup de 100 mètres carrés. En plus, enfin, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions et pour revoir. En plus, ce qui est quand même important, c'est qu'en tant que là, nous, la cellule d'animation dont je suis responsable, j'ai un collègue qui s'appelle Julien Dibili, qui est lui complètement chargé de mission au Pluvial et qui est là gratuitement pour les porteurs de projets de notre territoire, pour les accompagner en fait à monter leur projet et surtout à les aider à faire le dossier de demande de subvention et le déposer auprès de l'agence de l'eau. Les cibles prioritaires de Julien, c'est les communes et les bailleurs, mais dans ces autres porteurs de projets il ne va pas démarcher pour aller chercher les copropriétés, mais si vous avez des questions, si vous voulez être accompagné, n'hésitez surtout pas à le contacter parce que les copropriétés sont aussi également un acteur qui peut accompagner. Il en a accompagné quelques-unes sur notre territoire. Et donc, c'est vraiment pour aller déjà vous aider à comprendre la gestion des eaux de pluie, vous aider à aménager votre projet pour que ça réponde aux critères d'éligibilité et vous aider à déposer un dossier de demande de subvention. Cet accompagnement, il est complètement gratuit parce qu'en fait, nos animations sont soutenues par 3 partenaires, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, il y a également 2 autres partenaires qui, eux, vont subventionner les communes, par exemple, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Voilà, merci beaucoup. J'ai été assez succincte pour… C'est parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Oksane. Oula, ça résonne. Et merci Mathilde. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Je n'ai pas de questions dans mon petit module Q&R, mais bien sûr, il est encore temps de poser vos questions. Est-ce que tout était très clair? Est-ce que la présentation même des aides financières vous a semblé limpide et vous a donné envie de regarder ça de plus près? C'est des aides qui ne sont pas très connues et il me semblait important de mettre ce dispositif en évidence. Donc, la présentation de Mathilde comme celle d'Oksane seront mises en ligne sur notre site. Et l'association Espace vient de produire aussi une petite plaquette à destination des copropriétés, plaquette qu'on mettra nous aussi en ligne sur le site du forum, mais également sur le site du Coach CoPro, puisque c'est la plateforme qui s'adresse à toutes les copropriétés qui ont des projets de rénovation énergétique. Mais du coup, plus largement, on a fait une conférence ce matin sur les installations de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Voilà, là, on parle aussi de digitalisation. Donc, on va regrouper tous ces éléments-là dans la base documentaire de notre plateforme. Je ne vois pas de questions. Vous pouvez, on a un petit peu de temps, donc si vous voulez, je peux même donner la parole à ceux qui souhaitent poser une question. Si, on a une question. Il y a Françoise qui souhaite intervenir. Vous pouvez mettre votre micro, Françoise, et poser votre question. Oui, alors j'ai vu dans les exemples de végétalisation de toiture qu'il y avait des sédums, enfin des mousses qui avaient été utilisées, enfin c'est un genre de mousse, des bryophytes. Est-ce que ce genre de projet peut aussi être subventionné par l'agence de l'eau, parce que c'est pas totalement lié aux eaux pluviales, enfin c'est plutôt c'est pas vraiment comme désimperméabiliser, parce qu'une toiture on veut pas la désimperméabiliser, au contraire.
Oui, c'est exactement ça. Enfin, la toiture, on ne peut pas la désimperméabiliser, c'est logique. Mais ce que je vous disais, c'est que du coup, le but, c'est d'infiltrer au moins les 8 premiers millimètres. Et donc, juste le critère vraiment à être respecté pour la toiture végétalisée pour que ça soit subventionné par l'Agence de l'eau, c'est d'avoir une hauteur de substrat sous le sédum de minimum 8 cm. C'est pas énorme, mais il faut les respecter. Il faut quand même qu'il y ait la portance pour. Mais c'est 8 cm. Et si vous mettez une toiture végétalisée avec une épaisseur de 8 cm et le sédum, eh ben, vous pouvez avoir une subvention de l'Agence de l'eau. D'accord. Ouais. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez besoin. De toute façon, je pense qu'il y aura les présentations aussi qui seront en ligne sur le site, mais à contacter mon collègue pour être accompagné pour au moins faire le dossier de demande de subvention. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait intervenir? Alors, je vois dans les questions, donc Rodolphe, dans le cadre d'une réflexion d'étanchéité de toiture, si on a un projet de végétalisation associé, quel est le périmètre de l'aide? Alors, il ne va pas changer en fait. L'étanchéité, malheureusement, n'est pas éligible. La reprise d'étanchéité ne rentre pas dans l'aide. Ça ne va pas changer l'aide. Si en revanche, ça va dépendre. C'est clair que quand vous reprenez l'étanchéité, autant en profiter pour du coup faire les travaux de végétalisation en même temps. Ou d'ailleurs d'autres choses, hein. Ça peut être des panneaux solaires, mais d'ailleurs on n'y pense pas assez. Mais si la portance vous le permet, vous pouvez faire une association des deux. C'est possible de végétaliser la toiture et de mettre des panneaux solaires. Et vous pouvez en profiter pour isoler votre toiture aussi. Vous pouvez en profiter pour isoler aussi votre toiture. C'est d'ailleurs préférable. Et en tout cas, l'aide va être la même. Le but, c'est d'essayer pour maximum. Alors maintenant, généralement, ils mettent directement pour une toiture végétalisée 100 € du mètre carré en prix plafond, donc une subvention de 80 € du mètre carré. Il faut juste essayer d'aller au maximum en végétalisation de votre toiture. De toute façon, la végétalisation, elle ne peut pas être sur toute la surface parce qu'il y a un besoin d'avoir des bandes stériles pour pouvoir venir entretenir derrière. Mais bon, le sédum, c'est parfait parce que vous n'avez pas un entretien énorme à porter. Voilà pour votre question, Rodolphe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main aussi. On a un petit peu de temps, donc je peux donner la parole aussi à ceux d'entre vous qui souhaiteraient des précisions. Alors aussi bien sur l'intervention sur la désimperméabilisation ou sur les questions liées à la végétalisation. On avait organisé aussi il y a 2 ans une autre conférence, c'était avec une paysagiste qui est intervenue aussi sur le sujet de végétalisation des bâtiments. Et il faudrait qu'on remette en avant les PowerPoint si ça vous intéresse. Voilà. Écoutez, je ne vois pas de nouvelles questions, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que vous avez tous, en cette période de printemps, des projets de végétalisation foisonnants et que vous allez contribuer à verdir et renaturaliser la ville dans vos copropriétés. Donc, n'hésitez pas à faire appel au collègue de Mathilde qui s'appelle… Alors, est-ce que tu pourrais remettre ses coordonnées dans le chat pour que les gens puissent éventuellement copier-coller les infos? C'est Julien Dubilly, c'est ça? Oui, Julien Dubilly. Je mets son adresse mail au moins. Oui, très bien. Et voilà, donc comme je vous le disais, ces PowerPoints, ces replays seront disponibles sur le site forum-renovabitat.com, également sur le coach copro de Grand Paris Seine-Ouest Énergie. Voilà. Ouais. Voilà, Julien Dubilly, comment on dit Dubilly? Dubilly. Voilà, Dubilly. Ouais. Et vous avez toutes les infos dans le chat. Je viens de voir le message apparaître. Voilà. Merci à tous et je vais libérer nos intervenantes et puis je donne rendez-vous aux spectateurs à la prochaine conférence qui se tiendra dans un petit peu plus d'une demi-heure. C'est une conférence sur les aides financières en copropriété.
Alors là, c'est vraiment pour la rénovation énergétique de sa copropriété. Donc, n'hésitez pas à participer. Il est encore temps de prévenir vos voisins pour se connecter avec vous ou chez eux et profiter de ces échanges-là. Donc, n'hésitez pas. Ça commence à 15h30, donc je vais clôturer ce webinaire et rendez-vous à 15h30 pour ceux qui veulent nous suivre. Et on a ensuite, pour la dernière conférence de la journée à 17h, un atelier de retour d'expérience sur des copropriétés qui ont réalisé des travaux. Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci Oxane, merci Mathilde. Merci beaucoup. Et merci bon week-end à vous. Au revoir. Bon week-end, au revoir. Au revoir.